À la pointe du Finistère et dans la lande bretonne, le souvenir de tous ceux et de toutes celles qui ont lutté pour préserver la liberté de leur pays est gravé dans la pierre. Les survivants de la guerre impitoyable qui s'est déroulée il y a un demi-siècle ont conscience des dangers qui menacent les nouvelles générations. Alors, ils souhaitent que les épreuves qu'ils ont connues soient épargnées à leurs enfants. Les monuments qu'ils ont élevés ont un sens. Ils expriment le devoir du souvenir. Chaque année, les élèves des écoles, des lycées et des collèges finistériens participent à des enquêtes et le prix de la résistance couronne leurs travaux. Ils rencontrent fréquemment les vétérans qui racontent leur vie d'adolescents dans la tourmente des années 40. À Châteaulin, ils accueillent ici Alexis Le Gall, qui a rejoint Londres dès l'appel du général de Gaulle, Jean Olivier, qui a lutté dans la clandestinité en Finistère, François Moal, déporté dans les camps de concentration. Tous trois évoquent leurs souvenirs et s'attachent à faire comprendre que les valeurs qu'ils ont aidé à préserver sont un bien précieux que les jeunes doivent eux aussi aujourd'hui aider à sauvegarder. Nous racontons ici pour eux l'histoire des années sombres et l'histoire de la libération. Le 19 juin 1940, au moment où les colonnes ennemies atteignent Brest, des Finistériens voguent déjà vers l'Angleterre à l'appel du général de Gaulle. Les jours suivants, des centaines d'autres quittent les côtes bretonnes et l'île de Sein va fournir au chef de la France libre le plus fort contingent de volontaires. Plus de 3000 Finistériens ont rejoint le général de Gaulle depuis le Finistère dès le début de son appel, aussitôt après son appel. La proportion des Bretons et chez les Bretons des Finistériens, parmi ceux qui sont venus le rejoindre, était considérable, plus du tiers. Jusqu'en 1942, dans le Finistère, la résistance est le fait d'une minorité de patriotes. L'opinion publique leur est favorable. Nous avons reçu les directives de conduire des aviateurs et des agents de renseignement, ainsi que du courrier vers l'Angleterre. Nous avions rendez-vous à un point précis, l'île Tariec, une vedette en provenance d'Angleterre. On se demandait d'ailleurs d'où ça venait, d'où ça pouvait venir, et comment des chaloupes pouvaient rejoindre une île perdue dans l'océan, remplie de récifs. C'était formidable. La vie quotidienne est difficile. Les actes d'hostilité envers l'occupant s'intensifient. La résistance, aidée par Londres, s'organise. La répression s'accentue. Les sabotages et les attentats se multiplient dès 1943. Les communications allemandes sont menacées. Tracts et journaux clandestins traduisent l'hostilité de la population. À la veille du débarquement, l'armée allemande multiplie les contrôles, les rafles, les exécutions sommaires. La résistance finistérienne est durement frappée. La plupart de ces pionniers ne verront pas l'aube de la libération. La résistance demande à Londres de neutraliser à Châteauneuf-du-Fou le château de Trévarez, devenu centre de repos des sous-mariniers ennemis.
Les résistants bretons attendent de Londres l'ordre d'insurrection générale. Il va arriver, dès le début de l'offensive américaine, par ce message codé de Radio Londres. Le chapeau de Napoléon est toujours à Pérouse direct. Je répète. Après de durs combats menés dans le bocage normand, les Américains parviennent à percer le front ennemi à Avranches. L'opération Cobra leur ouvre les portes de la Bretagne. Le général Patton, commandant la 3e armée, lance son mot d'ordre devenu célèbre « Take Brest », prenez Brest. 2 colonnes blindées se ruent en direction de la ville. La 6e division blindée du général Gros par le centre, la Task Force A du général Earnest emprunte le nord de la péninsule. Environ 400 chars et 20 000 hommes font irruption en armerie. La 6e division blindée s'élance de Pontorson le 2 août. Elle contourne le secteur fortifié de Dinan, nettoie Moron et dépasse Merdrignac le 3. Mais elle est stoppée au cœur de la Bretagne, près de Loudéac, sur ordre de son état-major. Elle en repart le lendemain, après 24 heures d'attente, et atteint enfin le Finistère le 5 août. La Task Force A a quitté Avranches le 3. Elle participe aux premières opérations de réduction de Saint-Malo les 4 et 5. Elle atteint Saint-Brieuc le 6, libère après combat Guingamp le 7, Puignaux et Morlaix le 8 août. Partout, la résistance bretonne insurgée a efficacement aidé les troupes américaines. En Finistère, le 1er août, les résistants sont évalués à 6 000 hommes. Ils ont reçu depuis une quinzaine de jours le renfort de 5 Jetbirds, c'est-à-dire des équipes de 3 hommes, 2 anglo-saxons et 1 français, afin de préparer les importants parachutages d'armes nécessaires. En effet, à cette date, à peine la moitié d'entre eux disposent d'une arme. Mathieu Donard, qui coordonnait la résistance, a été fusillé. Le lieutenant-colonel Roger Berthaud est à la tête des FFI, le lieutenant-colonel Trélu à celle des FTP. Ils sont regroupés dans 5 arrondissements: Brest Agglomération, le Léon, le Trégor et les Monts d'Arrée, le bassin de Châteaulin, la Cornouaille. Depuis 4 ans, de plus en plus nombreux ont été ceux qui ont rejoint leur rang. C'est qu'avec les faibles moyens qui étaient les nôtres, on a disloqué les forces allemandes, coupé les routes, attaqué les convois, etc., etc., ce qui fait que le fameux général Ramquet a dû faire demi-tour et se replier sur Brest. La 6e DB atteint le Finistère le 5 août. Après avoir contourné Carhaix, ces 2 combats de commande libèrent Châteauneuf-du-Fou, Juelgoat et Poulaouen. Poursuivant leur course, ils évitent Morlaix et atteignent l'Esnevin le 6 août en soirée. Le 7 août, la 6e division blindée est à Milizac. Elle est maintenant en vue de son objectif Brest, mais des déluges d'obus venus de la forteresse à tout sur place. Le 8 août, elle s'organise en vue de l'assaut de la capitale du Ponant. Mais le lendemain, 9 août, elle doit réduire sur ses arrières une division allemande retraitant du Nord Finistère. C'est la rude bataille de Plouvien, au terme de laquelle 1500 Allemands vont être capturés, 200 autres tués. La 6e division blindée n'a pu s'emparer de Brest. C'est un objectif trop important pour elle. En centre-Finistère, berceau de maquis où la guérilla n'a pratiquement jamais cessé, les patriotes harcèlent la 2e division parachutiste autour de Châteaulin, Carhaix, Châteauneuf-du-Fou. Pour différentes raisons, les Américains se méfiaient des francs-tireurs et partisans.
n'est-ce pas? Mais à la longue, au fur et à mesure de leur avance dans la direction de Brest, se sont aperçus que les francs-tireurs et partisans étaient particulièrement aguerris, qu'ils se défendaient très bien sur le terrain, et ils s'en sont servis comme compagnie d'infanterie américaine qui n'était pas arrivée sur place. En Finistère Nord, du 5 au 10 août, tout en assurant le guidage des colonnes américaines, elle contribue à refermer l'étau allié sur la forteresse de Brest et la poche du Conquet. Toutes les sections du Nord Finistère ont eu l'ordre de rejoindre leur lieu d'affectation. Et le 6 août, alors la guérilla a commencé, et tous les points d'appui allemands ici qui se trouvaient sur le Nord Finistère étaient obligés de déguerpir, et tous ces Allemands-là se sont repliés sur le Conquet. Dans le Sud Finistère, que les colonnes américaines fonçant vers Brest ne signaleront pas dans l'immédiat, les résistants se soulèvent eux aussi le 4 août. La Cornouaille est en état d'insurrection. À Audierne, à Douarnenez, à Quimper, à Rospordin, à Concarneau, de sévères accrochages mettent aux prises patriotes et allemands, accélérant le repli de ces derniers vers les bastions de Crozon et Lorient. Enfin, dans la moitié nord du Finistère, avec les SAF du 3e régiment de chasseurs parachutistes qui ont été parachutés entre Morlaix et Landerneau, ça durant la nuit du 4 au 5 août, sont arrivées les armes tant attendues. Dorénavant, chaque groupe de résistants dispose d'un fusil mitrailleur, de 2 mitraillettes, de fusils et de grenades. Les sections sont composées généralement de 3 groupes de combat. Point de tenue uniforme et encore moins de pactage. Tels les soldats de l'an 2, chacun est venu avec ses rares vêtements militaires qu'il a complétés de ses vêtements journaliers, de sa paire de sabots usés en guise de chaussure et de son brassard FFI ou FTP. Pour survivre, la récupération sur l'ennemi sera la règle. Aux bombardements aériens, notamment ceux des régions de Brest et de Morlaix, ainsi qu'aux exactions de l'occupant, vont succéder les représailles d'un ennemi aux abois, pris entre les avant-gardes alliées, les patriotes et les principaux éléments de la 6e division blindée. De nombreux villages, voyant pour la première fois les premières colonnes américaines, pavoiseront et commenceront à fêter leur libération, alors que surgissent à nouveau les Allemands qui ouvrent le feu. En l'espace de 5 jours, entre le 4 et le 9 août, près de 400 Finistériens seront ainsi abattus, souvent dans d'horribles circonstances, principalement à Saint-Paul-de-Léon, Châteauneuf-du-Puy, Luelgoat, Quimert, sur la route ensanglantée entre la baie de Morlaix et Plouviens même, Gouesnou. Le 7 août 1944, vers 15h de l'après-midi, les Allemands ont surgi dans la cour de la ferme. Ils ont mis le feu aux meules de foin et à la maison. Et ils ont organisé au bourg de Gouesnou une rafle et ramené une quarantaine de personnes, des adolescents, et des hommes et des femmes, à Penguérec, où ils les ont fusillés. Un souvenir très douloureux, qui même dans le temps ne s'estompe pas. Alors que l'objectif des Alliés était de s'emparer de Brest au plus vite, ils sont arrêtés aux portes de la ville. Le siège va durer plus d'1 mois. Le général Ramke verrouille l'énorme forteresse avec ses 7000 parachutistes qui vont galvaniser les autres unités de la défense allemande. Le général Middleton doit organiser un véritable siège. Les moyens vont affluer. Ils vont être considérables. 650 pièces d'artillerie, 3 divisions d'infanterie, soit environ 50 000 hommes, appuyées par de nombreuses formations aériennes. Elles vont pilonner sans relâche le port, la base sous-marine et les batteries allemandes.
faut empêcher les Allemands de fuir par la mer comme de recevoir des renforts. Alors que se poursuit le siège de Brest, la presqu'île de Daoula s'est nettoyée le 30 août. La poche du Conquet, attaquée le 27 août, ne tombera que le 10 septembre. L'assaut de Brest, proprement dit, démarre le 25 août avec la participation des résistants français. Leur progression sera particulièrement meurtrière. Les forts qui ceinturent la ville vont être âprement défendus par l'ennemi. Le 18 septembre, Brest est libéré. Le port est détruit. La base sous-marine, dont les superstructures avaient défié la plupart des bombardements, est enfin neutralisée. Les Allemands, qui ont perdu de 4 à 5 000 hommes au cours du siège, abandonnent aux vainqueurs un champ de ruines. Les Américains déplorent 2500 tués. Plus d'1 millier de civils brestois auront trouvé la mort depuis le début de la guerre, dont près de 400 dans l'abri Sadi Carnot le 9 septembre. Diverses poches de résistance allemande subsistent par ailleurs. C'est ainsi qu'au mois d'août, Bénodet est libéré le 11, Concarneau le 25. Le mois suivant tombe successivement le Ménézum le 1er septembre, avec l'appui de la batterie d'artillerie du Finistère, la presqu'île de Crozon le 19 lors de la reddition du général Ramquet qui s'y est réfugié la veille. C'est au cours de cette reconquête que se déroulera le 3 le douloureux bombardement du bourg de Teldruck par les Alliés. Une centaine de personnes, dont la moitié d'Américains, périront. Enfin, le point d'appui de Lézongar le 20 septembre. Ce jour-là, le Finistère est totalement libéré après plus de 1500 jours d'occupation. La guerre n'est pas encore terminée pour les Finistériens. Beaucoup vont poursuivre le combat aux côtés des Alliés et de nombreuses familles songent à un proche, déporté dans un camp de la mort ou encore à un prisonnier de guerre retenu derrière les barbelés. Les combattants de l'Ambre qui ont porté de rudes coups aux communications allemandes vont payer un lourd tribut à la déportation. Pour nous, les déportés du Finistère, nous avons dû attendre jusqu'au mois d'avril ou mai pour connaître la libération. C'est-à-dire qu'il y avait déjà 8 mois que Brest et le Finistère et la France dans son ensemble avaient été libérés. Pour l'ensemble du Finistère, il y a eu 1490 déportés. Combien sont retenus? 400. 400 déportés. Les femmes dans le Finistère, principalement, ont travaillé énormément pour cacher les aviateurs anglais et américains et essayer de les faire repartir. Il y a eu aussi quelques femmes dans le maquis qui ont aidé les réfractaires et les cartes pour trouver des cartes d'alimentation. Mais énormément de travail. La déportation a frappé énormément de femmes.
Les femmes ont été arrêtées même à partir de 1941. Et puis ça a continué. Et par exemple, le dernier transport qui a quitté Rennes le 2 août 1944, il y avait quand même 3 wagons avec 110 femmes dans chaque wagon. Septembre 1944. Voici la résistance française au grand jour, les premiers défilés dans les bourgs libérés. Et voici quelques images de fête sorties de l'oubli. Jean Marin à Douarnenez. L'homme qui a parlé aux Français à la radio de Londres pendant les 4 années d'occupation vient se joindre aux Bretons et célébrer avec eux la libération de la ville. La voix familière devient présence chaleureuse. Et puis le salut de Londres au Finistère, le coup de chapeau des Anglais à la résistance bretonne. Les vedettes anglaises qui venaient de nuit récupérer les parachutistes alliés sur la côte nord du Finistère font en plein jour, à la fin août 1944, une ultime traversée. Le commandant Birkin de la Royal Navy retrouve, caméra au point, les amis bretons qui l'ont aidé à remplir ces missions périlleuses. Enfin, en juillet 1945, c'est le général de Gaulle qui vient remercier les Bretons de leur participation remarquable au combat de la résistance et de la libération. Septembre 1994. Au fort de Montbarret, aux portes de Brest, Français, Américains et Anglais, les vétérans et leurs cadets sont rassemblés pour les fêtes du cinquantenaire. Les maires du Finistère sont invités à déposer une poignée de la terre de leur commune au pied de la borne de la liberté qui symbolise la route de la libération. Les vétérans américains ont effectué un pèlerinage sur les lieux de leur combat. Ici et là, ils se souviennent. We went through the town with our vehicles, and it was the welcome from the people when we come to town was great. 50 years ago we met, and we've seen each other since. J'ai fait 11 mois de guerre. Je suis monté dans un tank à Pugnot. Et j'ai fait 11 mois de guerre avec eux, on a libéré la Finistère, bien sûr, et on a traversé le Rhin, on a fini la guerre ensemble. 50 years ago, I was up on top of that bridge. 50 years ago. So coup de people going down there, marching arm in arm together, singing the Marseillaise. Very impressive. Une petite ville du centre-Bretagne fêtait au début août le 50e anniversaire de sa libération. Un détachement américain qui rendait les honneurs a fait une heureuse surprise aux vétérans du jour, un résistant de jadis, Jean Clérin. Le premier soldat américain arrivé ici en août 1944, Gus Anagnostaris. Il rassemble ses souvenirs, il raconte. We come with the reconnaissance jeep. First the men, two men there, reconnaissance. And they walk two on this side, two on that side. And the jeep in the back with the machine gun. Dans les villes et les bourgs du Finistère, pendant l'été 1994,
Les vétérans américains ont retrouvé ceux qui les avaient aidés et ils ont noué de nouvelles amitiés. Pour ces jeunes cadets américains qui ont accompagné leurs aînés dans le Finistère, le combat des Alliés signifie quelque chose. We wouldn't be here, we wouldn't be able to wear the uniform if it wasn't for the veterans that liberated the country. Without the veterans of the world wars, we wouldn't be able to have the freedom that we have without them. À Brest, des lycéens ont voulu montrer qu'ils étaient sensibles à ce qui avait été fait par leurs aînés il y a 50 ans. Ils ont reconstitué et filmé des actions de résistance. Jean-Guillaume, Erwan, Séverine et leurs camarades ont eu ainsi, à leur manière, une pensée pour les jeunes fusillés des années de la résistance. Laurent, André, Albert et tant d'autres. Je pense que la liberté qu'on a en ce moment, on leur doit. Et puis, les personnes qui ont souffert atrocement pour libérer, que ce soit un patrimoine, un pays, une région, même ça, c'est minime par rapport à ce qu'on pourrait partager. Alors on essaye de faire quelque chose, mais on sait que c'est tout petit par rapport à ce qu'on pourrait donner. On pense que ces hommes-là, ils ont quand même réalisé quelque chose qui était grand. Et puis on n'essaie pas de les imiter, mais on n'essaie de pas les oublier. Et ce qu'on essaie de faire.